Et maintenant, c'est un honneur de vous présenter le chef du Bloc québécois, Monsieur Yves-François Blanchette, ainsi que le porte-parole de l'agriculture du Bloc québécois, Yves Perron. Il y aura une période de questions qui suivra leur intervention. Messieurs, je vous cède la parole. C'est un plaisir d'être avec vous, Madame la Présidente, et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes parmi l'assistance virtuelle que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises, dont bien sûr Marcel, que je salue chaleureusement, ainsi que mon estimé collègue Yves. C'est un plaisir d'être parmi vous, parce que je pense que vous ne trouveriez rien de nouveau dans le fait que le Bloc québécois exprime encore son engagement profond envers l'activité agricole à bien des égards. Il y a évidemment l'égard de la considération alimentaire, il y a la considération économique. Et il y a dans notre cas aussi une considération qui est très identitaire, qui est très enracinée dans ce que nous sommes, dans qui nous sommes et dans le poids que ça porte pour la façon dont on se reconnaît dans nos régions. Je n'aurais pas la prétention d'être capable d'aborder l'ensemble des sujets qui vous intéressent et je n'aurais pas la prétention non plus d'être capable de le faire avec tout le détail que ça pourrait commander dans le temps qu'on a et avec la connaissance que j'en ai. Je vous dirige bien humblement, je connais un certain nombre d'enjeux liés à l'agriculture parce que c'est toujours quelque chose auquel je m'intéresse et j'ai la chance d'être secondé par Yves qui lui a une maîtrise fine de tout ça. Il y a quand même un certain nombre de points que je me ferai un plaisir de soulever avant qu'on puisse échanger. Dans un premier temps, notre démocratie est ainsi faite que, à tous les 4 ans et des fois au terme d'un nombre moins élevé de mois que 48, la population est invitée à choisir les gens qui vont la représenter. Un certain nombre de circonscriptions vont choisir des gens qui vont former un gouvernement, puis un certain nombre de circonscriptions vont choisir des gens qui ne formeront pas un gouvernement. Dans l'un et l'autre cas, les élus ont la même légitimité. Un élu est un élu, il a été le choix des gens de sa circonscription, il a un mandat. Et que son mandat en soit un d'opposition ou en soit un de gouvernement, ça reste un mandat tout aussi solennel et tout aussi honorable. Bien sûr, dans le Bloc québécois, il n'y a pas cette prétention de vouloir former un gouvernement. Parce que nous, ce qu'on observe, c'est qu'on se retrouve toujours dans une situation où il faut se débarrasser de un, nommons l'autre, il faut se débarrasser de l'autre, nommons le premier. Nous, on dit, écoutez, on va porter les intérêts du Québec. On va défendre les intérêts du Québec. On va faire la promotion d'une idée dont on pense qu'elle est celle qui est la meilleure pour le Québec. Ce qui nous amène, bien sûr, dans le cas d'une fédération comme la vôtre, à une situation qui pourrait faire figure d'être un peu singulière. Le Bloc québécois parle pour le Québec, donc forcément parle pour les agriculteurs, l'industrie agricole du Québec. En revanche, ce qu'on découvre au quotidien, dans nos activités, dans les rencontres et les interventions que Yves fait, c'est que, bien sûr, les collaborations sont précieuses, nombreuses. Les collaborations que les députés du Bloc québécois ont avec le milieu agricole canadien sont à la hauteur des collaborations que le milieu agricole québécois a avec le milieu agricole canadien. Et dans cet esprit-là, on constate qu'en général, les positions et les intérêts convergent. Et c'est là que ça devient important, d'avoir un groupe d'une trentaine de députés, voyons combien on sera la prochaine fois, qui, de façon très systématique, prennent fait et cause pour les enjeux agricoles tels qu'ils se définissent dans nos relations avec les porte-paroles que le milieu agricole se donne. C'est pour ça que nos rencontres sont fréquentes, que nos rencontres sont soutenues, que la relation est continuelle et que je pense qu'il n'arrive jamais qu'on fasse des interventions en chambre sans d'abord avoir consulté les gens du milieu. Ça rend le rôle d'opposition drôlement important. Plutôt que d'avoir un milieu agricole qui n'a pas voix au chapitre à l'intérieur du Parlement où se votent les lois et où se rendent les comptes, il y aura quelqu'un, puis il y a d'autres partis que nous qui le font, ça je le reconnais aisément, il y aura quelqu'un qui va plutôt poser les questions, reconnaître la pertinence de certains enjeux qui sont soulevés. Et ça, c'est notre rôle. On l'a fait, on continuera à le faire et c'est pas gênant d'être une opposition. Je veux dire que les régions sont un élément important de l'identité du Québec. Chaque fois qu'on parle des régions, on ne peut pas faire exception, on ne peut pas mettre de côté, on ne peut pas ne pas considérer le poids économique de l'agriculture. Souvent, quand on parle des régions au Québec, le mot région réfère d'abord et en premier à les plus périphériques d'entre elles. Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie et de la Madeleine. Or, la réalité, c'est que des régions très, très immédiates autour de Montréal sont extrêmement agricoles, sont un morceau important du grenier qui alimente et qui fait vivre le Québec.
C'est l'ensemble des régions du Québec, à très peu d'exceptions près, dans lesquelles s'est développé au gré des ans un modèle agricole qui est typiquement québécois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien en commun avec le modèle agricole tel qu'il se pratique ailleurs. Et il y a beaucoup d'affinités et de points de comparaison entre le modèle agricole tel qu'il se pratique au Canada et tel qu'il se pratique au Québec. Mais les différences sont beaucoup plus importantes lorsqu'on compare avec ce qui se fait aux États-Unis, à titre d'exemple. Et ça soulève évidemment un certain nombre d'enjeux. D'abord, la préservation d'un modèle agricole. On a déjà vu depuis le début des années 80 un nombre de chutes extrêmement importante du nombre, par exemple, de fermes laitières. À même production, le nombre de fermes est 4 fois moins élevé. Ça veut dire qu'il y a une grande concentration de l'industrie. Et ça veut dire que dans ce processus-là, il y a une partie de ce qui faisait l'identité d'un modèle agricole québécois qui s'effrite. On ne doit pas empêcher le progrès de s'exercer. On ne doit pas empêcher les gens de procéder à des changements que eux pourraient juger souhaitables. Ce qui ne doit pas se produire, toutefois, c'est lorsque les changements sont contraints. C'est lorsque le contexte ou des décisions qui sont prises ailleurs et à un autre niveau de gouvernement ou à un autre niveau décisionnel font en sorte que l'industrie agricole est obligée de s'adapter. Que ce soit en termes purement économiques, que ce soit en termes réglementaires, que ce soit en termes de commerce, que ce soit en termes de règles sanitaires, d'utilisation de tel ou tel médicament, d'antibiotiques. Il y a la nécessité qu'on soit capable de préserver le modèle qui est le nôtre et qui nous tient à cœur. Et ça, bien sûr, ça soulève 2 enjeux. Ça soulève d'abord l'enjeu de la relève agricole. Le Bloc québécois donne clairement son appui à C208, qui est un projet qui est essentiel, qui doit servir absolument à faire en sorte que lorsque la famille le désire, elle puisse prendre à terme avantageux le relais sur une exploitation agricole. Le problème est soulevé de façon récurrente depuis de nombreuses années. Je me rappelle, lorsque j'étais ministre et député à l'Assemblée nationale du Québec, donc il y a 8 ans avant, c'était déjà un enjeu fondamental. C'est un enjeu qui n'a jamais été réglé de façon adéquate. La contrainte en termes de capitalisation, de capacité d'emprunt pour la transmission à l'intérieur de la famille, dont la définition est parfois trop restrictive d'ailleurs, doit être abordée une fois pour toutes. Et les vœux pieux et les promesses ne donnent pas toujours d'excellents résultats lorsqu'on ne les concrétise pas. Et ça soulève un deuxième enjeu, qui est l'enjeu, évidemment, de la gestion. La gestion de l'offre a permis, indépendamment de qui était né ou pas lorsque quelqu'un l'a créé, la gestion de l'offre a permis de faire en sorte qu'on assure l'approvisionnement, la qualité et le rendement économique de notre production agricole. Évidemment, on parle beaucoup, emblématiquement du lait, mais on parle bien sûr aussi de la volaille, des œufs. Ce modèle-là devait être protégé. Bien sûr, lorsqu'arrivent des discussions à caractère commercial, il y a une volonté que ce soit mis sur la table. Et ça l'a été. Et là, de 2-3 points en 3-4 points, éventuellement, c'est un pourcentage important des revenus, des certitudes de revenus, du modèle d'établissement des prévisions financières d'une entreprise agricole qui est mise en péril. Quand on parle de rentabilité, quand on parle de profit d'une institution, c'est pas la partie du bas qui est le profit, c'est la partie du haut. La première partie qu'on perd lorsqu'on fait des sacrifices sur ces garanties-là, c'est la partie qui assurait la rentabilité. Et donc, on s'est retrouvé avec des entreprises évidemment moins rentables, des entreprises dont les propriétaires ont commencé à embaucher moins, dont on travaillait plus d'heures, à avoir des problèmes de détresse financière, psychologique et autres. Tout ça est lié. Le gouvernement a pris l'engagement et a commencé dans le cadre des 2 premiers traités de libre-échange qui ont été abordés avec l'enjeu des compensations, l'Asie-Pacifique et l'Europe, à verser les compensations. C'est un dossier qui avance, je dirais, raisonnablement bien. Les compensations dans le cas de l'ACEUM ne sont pas réglées. Et on ne peut pas dire aux gens qui perdent le revenu relatif à une exploitation parce que c'est cédé à un marché étranger, qui vont attendre non seulement longtemps, mais longtemps dans une mesure qui n'est pas prévisible, longtemps dans une perspective qui ne leur permet pas d'anticiper et de prévoir à même leurs propres chiffres et leurs propres projections, comment ils vont s'adapter à cette nouveauté. Et ça crée une perpétuelle incertitude. Alors, il faut bien sûr assurer la pérennité des compensations telles qu'elles ont déjà été discutées, ajouter celle de l'ACA et faire preuve d'une extrême prudence parce que il est peu probable que la Grande-Bretagne accepte que ce qui avait été négocié avec l'Europe reste entièrement en Europe et qu'elle ne tire pas certains avantages lorsqu'elle va souhaiter avoir un traité de libre-échange qui va la lier
au Canada. Et là, il faudrait éviter qu'on se retrouve encore une fois dans la situation où on s'invente plein de bonnes raisons, mais où on dit encore une fois au milieu agricole, vous allez devoir faire des sacrifices parce que les fromages britanniques vont vouloir rentrer. Tant et si bien que j'en arrive à une réflexion que j'ai déjà eue avec certains d'entre vous. Lorsqu'on arrive dans une négociation de traité commercial, de libre-échange, il n'y en a pas des gros qui sont en vue. Le Mercosur n'est pas quelque chose qui va se produire dans un avenir prévisible. On a tendance à dire, écoutez, tout est sur la table, puis après ça, on essaie d'en enlever. Il existe une exception notable, qui est celle de la culture. L'exception culturelle fait que d'entrée de jeu, tu n'es pas obligé de mettre parmi les enjeux de négociation les arts et la culture. Est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer à considérer une version nuancée de ça pour l'agriculture? Il ne soit pas automatique que ce soit mis en cause dans une négociation pour que vous puissiez décider que certains secteurs de votre activité qui veulent augmenter, qui veulent bénéficier du libre-échange, il y a des secteurs de production au Canada et au Québec qui sont avantagés par le libre-échange, d'autres qui le sont. Mais ne serait-il pas pertinent dans un contexte comme ça qu'on ne soit pas dans l'obligation d'essayer de faire retirer d'une négociation de libre-échange des biens, des productions pour lesquels ce n'est pas avantageux. Et c'est un arbitrage que vous devrez faire vous-même et dont on devra être le porteur compréhensif, ouvert d'esprit. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des secteurs de production agricole qui se sentent pénalisés parce que d'autres ne veulent pas, ni le contraire. Mais si on peut faire un constat assez général, c'est qu'en général, justement, pardonnez-moi le pléonasme, le milieu est mis devant un fait accompli dont il ne peut au mieux que modeler un peu les contours. Et ça, c'est potentiellement pas souhaitable. C'est donc pour ça qu'on a déposé le projet de loi C-216 pour protéger la gestion de l'offre lors de futures négociations commerciales. Il est essentiel, et d'ailleurs, je dis souvent que le Bloc québécois, c'est pas tellement un parti d'opposition qu'un parti de proposition. C'est pour ça qu'on a déposé un projet de loi. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait que le Parlement se rende à l'évidence qu'il est nécessaire que par une mesure législative contraignante, on assure une protection à la gestion de l'offre. Il y a des gens qui vont vouloir vanter leurs propres vertus, mais qui ne seront pas favorables à ça. Et là, vous devrez vous poser des questions sur qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement pourrait ne pas être favorable à quelque chose qui, normalement, lui permet de réaliser ce qui est pratiquement son propre engagement. C'est des réflexions qu'on doit avoir. Alors moi, je pense qu'on devrait considérer l'exclusion et que le Parlement devrait traiter ces 216 en conséquence. Évidemment, la pandémie a amené son lot de défis. Je n'irai pas dans le détail, on les a abordés à plusieurs reprises en termes d'aide d'urgence, en termes de travailleurs étrangers, qui est un dossier qui fonctionne pas si mal, en tout cas au Québec, qui fonctionne pas si mal, mais qui demande une grande vigilance. Je me rappelle très bien des interventions et des visites que j'ai faites avec qui l'été passé, où il y avait, et il y aura de nouveau cette année, un enjeu de pénurie qui peut s'avérer très grave. Et il y avait le pelletage dans la cour des producteurs de responsabilité. Pour certains d'entre eux, c'était facile à adopter et à gérer. Pour d'autres, c'était beaucoup plus complexe. Puis l'uniformisation était quelque chose d'autrement plus complexe aussi dans l'accueil de ces gens-là, dans les quarantaines qui sont nécessaires et dans la supervision ultérieure à des fins bien sûr de santé. Je pense que dans les prochains mois, on va revoir de nouveau toute l'acuité de ce dossier-là. Et ce n'est pas parce que ce sera une deuxième année que tout ira nécessairement tellement mieux. Parce qu'on voit que la gestion des frontières est encore quelque chose avec lequel, pour des raisons logistiques ou idéologiques, le gouvernement a beaucoup de difficultés à composer. Alors, je nous invite à rester en lien aussi étroit, aussi complémentaire que je pense qu'on a réussi à le faire, en particulier avec les efforts de Yves depuis l'élection de 2019. Vous savez assurément comment on est facile à joindre, comment on est disponible et comment on se fait un plaisir et un devoir de porter votre voix à l'intérieur du Parlement. Alors, dans la mesure où les prochains mois amèneront leur lot de défis, je ne sais pas si on sera en élection à court terme ou pas. Je commence à croire que ce ne sera pas ce printemps, parce qu'en toute logique, personne ne le veut. En fait, ceux qui ne le veulent
Ceux qui le veulent sont ceux qui disent qu'ils ne le veulent pas. À l'exception du NPD, qui, pour des raisons qui lui appartiennent, s'annexe au gouvernement pour les prochains votes, ils le disent eux-mêmes. Donc ça réglerait potentiellement cet enjeu-là pour le printemps. Ce qui veut dire qu'on aura l'occasion de faire avancer des pièces législatives au cours d'une période de 9 semaines qui va commencer au milieu du mois d'avril, parce qu'entre maintenant et le milieu du mois d'avril, il ne reste que 2 semaines de séance, écartées l'une par rapport à l'autre. Ça nous permettra de porter mieux la voix qui sera celle dont vous avez besoin lorsque le début très intense de la saison amènera son lot de défis dans une pandémie qui va probablement s'être apaisée à bien des égards à cause de l'efficacité des vaccins juste étrangers parce qu'on n'a pas soutenu les nôtres, mais qui pourrait faire en sorte que la saison pourrait, si elle est bien gérée par les ordres de gouvernement, être moins traumatisante que celle de l'année dernière. Alors, sur ce, je n'ai même pas vérifié combien de temps je vous avais pris, mais sur ce, Yves et moi, nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Ça fonctionne pour les questions. Oui. Et de Andy Kuypenhoven. Merci d'être parmi nous à la FCA. Les fermes ornementales font pousser des produits bons pour l'âme, créent des environnements et des jardins qui réduisent le stress et donnent aux gens des endroits où se détendre. Votre gouvernement va-t-il soutenir notre demande de déclarer 2022 l'année des jardins? Dans un premier temps, la probabilité que nous formions un gouvernement est assez faible. Ce qui, par contre, ne nous empêche pas de déjà soutenir l'idée. On l'a déjà dit, et je vous fais une confidence, on est entre intimes. J'ai pas beaucoup de compétences en matière de jardins ornementaux, j'ai juste beaucoup de plaisir à la chose, et donc c'est avec un certain enthousiasme que je fais bien sûr. Et nous soutenons déjà l'idée. À ce moment, on n'a pas d'autres questions. I'd like to remind everyone attending. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions en anglais et nous allons les traduire vers le français. To see if more questions. On peut attendre un instant pour voir si d'autres questions nous viennent. Saluer Madame Robinson, tous les élus, Monsieur Groslo. Merci de nous recevoir. Nous avons toujours un petit retard dans le clavardage des fois. Alors, on va simplement s'accorder quelques secondes pour voir s'il y a des questions supplémentaires qui nous viennent du plancher, du parquet. La réunion a eu lieu surtout en anglais. Alors, les gens avaient peut-être besoin d'un petit rappel du fait qu'ils peuvent certainement inscrire leurs questions en anglais. Elles seront traduites et Matt vous lira les questions en français. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je vous accorde. Je pourrais même essayer peut-être de répondre en anglais, qui n'est pas nécessairement mon point fort, mais je pourrais faire cet effort. Mais ne le dites à personne, surtout. Et tu peux répondre en français? Please go ahead. Okay. Since the Bloc Party admits. Puisque le Bloc avoue être un parti d'opposition, comment est-ce que le Bloc propose d'aborder les questions d'intérêt du commerce et de l'agriculture pour l'ensemble du pays? Nous vivons dans une démocratie et les partis d'opposition ont un rôle à jouer. Ils votent. Les 32 votes du Bloc québécois dans ce Parlement ont été très importants pour le gouvernement à quelques reprises. Quand ce qu'ils proposent est bon pour les intérêts du Québec et très souvent c'est bon pour les intérêts du Canada dans son ensemble aussi. Nous le voyons et à ce moment-là, nous votons pour puisque nous avons affaire à un gouvernement minoritaire, un parti d'opposition pourrait jouer un rôle absolument essentiel. Certains ont tendance à voir les choses comme étant
comme si soit vous formez le gouvernement, soit vous n'êtes rien. Mais ça n'est évidemment pas le reflet de la réalité. Alors, quelle que soit la proposition, et le bon jugement, nous allons l'appuyer. Et c'est arrivé très souvent, en un an et demi, que les propositions du bloc que ces propositions du bloc qui ont été appuyées pour le gouvernement, on va continuer à le faire. Quand je dis cela, nous sommes une partie d'opposition, mais surtout un parti de proposition. Quels sont les partis qui n'appuient pas 216? Je vais laisser, moi j'ai mon idée là-dessus, si mon souvenir est exact, mais je pense que je vais laisser Yves répondre à ça davantage dans le menu détail parce qu'il se souviendra plus que moi de comment ça a été abordé. Chers collègues. Oui, alors merci. Merci pour la question, M. Groslot. En fait, vous savez que nous, évidemment, on travaille pour essayer de convaincre tout le monde et que je lance le message qui est encore temps à ces gens-là de se rallier à l'idée qui est bonne pour le monde de l'agriculture. Yves-François vient juste de parler du fait que quand c'est bon pour l'agriculture, nous, on appuie. Je vais vous donner l'exemple d'un projet, entre autres, qui parle d'exemption là, dans la taxe carbone canadienne qui s'applique pas au Québec. On a voté en faveur pas plus tard qu'hier. Je ferme cette parenthèse-là. Le parti conservateur nous semble plus difficile à convaincre. Je réponds à la question directement. Au niveau du gouvernement, on n'a pas de réponse formelle, donc on a bon espoir que les réflexions sont en cours. Puis le message que je lancerai et que je vous inviterai à lancer aussi à vos élus, c'est le prochain vote, c'est pour envoyer le projet de loi lui faire passer la deuxième lecture pour l'envoyer en comité. Envoyer un projet de loi en comité, c'est pas mettre le projet de loi en vigueur demain matin. C'est étudier en faisant venir des témoins, en se regroupant tous les élus de différents partis pour voir qu'est-ce qui est bon dans le projet de loi, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit modifier pour qu'il soit acceptable pour tous. Fait que moi, j'invite tous les partis qui se sont engagés formellement à défendre la gestion de l'offre. Puis là, quand je viens de dire cette phrase-là, c'est tous les élus de la Chambre des communes. Tout le monde promet formellement, la main sur le cœur, de protéger la gestion de l'offre dans l'avenir. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est de minimalement étudier ce projet de loi-là en comité. Merci. Je me permettrais d'ajouter là-dessus la raison pour laquelle il y a des hésitations du côté des conservateurs et des libéraux, qui sont les deux partis qui ont le plus de chances de former un gouvernement. C'est pas la tentation, c'est la tentation de la tentation. Nous voulons protéger la gestion de l'offre. Lorsque nous serons au gouvernement et que nous ouvrirons des négociations à caractère commercial avec des groupes d'États étrangers, on ne sait pas si on ne sera pas l'objet d'importantes pressions. On ne serait pas capable de faire des gains significatifs dans d'autres secteurs si, encore une fois, on faisait un sacrifice d'un petit bout de la gestion. On n'est pas prêt, lorsqu'on pense qu'on pourrait former un gouvernement, à s'engager à ne pas céder un petit bout de la gestion. Et ça, c'est très préoccupant. Parce que n'importe qui pourrait, en théorie, dire, bien sûr, on s'engage formellement à ne pas céder la gestion de l'offre. Et là, à ce moment-là, la réponse du Bloc québécois, bien, si tu t'engages formellement, vote pour la loi. Mais quand vient le temps de voter, hop, on est moins sûr. Vous savez, au Québec, il y a l'expression, les bottines et les babines. Hein? Blablabla, nous sommes en faveur de la gestion de l'offre. Parfait. On te demande de te lever dans un parlement et de voter en faveur d'une loi qui va la protéger formellement. Et si tu n'es pas capable de faire ça, la parole que tu donnes en matière de protection de la gestion de l'offre, ça se pourrait que ça va pas cher à la 12e. Merci. La prochaine question est de Martin Caron. Comment voyez-vous un programme de biens et services écologiques au Canada? Ça me semble très large. En fait, la philosophie avec laquelle on travaille au Bloc en matière environnementale, et d'ailleurs, j'aime l'utilisation du mot écologique parce que je pense que c'est bien ce dont il s'agit, ça doit être basé sur la science, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Je le disais déjà quand j'étais ministre de l'Environnement il y a plusieurs années. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les enjeux environnementaux et les enjeux économiques. Et pendant trop d'années ou pendant trop de dizaines d'années, lorsqu'on soulevait des enjeux à caractère environnemental, on était un espèce de curé haïssable qui venait dire au monde qu'ils n'ont pas le droit de faire rouler leur business. Or, il est devenu de plus en plus clair, puis aujourd'hui, il est rendu criant de vérité
que c'est plus payant de faire la conversion vers des pratiques qui sont davantage environnementales que de ne pas le faire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser les entreprises s'arranger avec le problème? Non. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'étant pas responsable de la contrainte qui lui est imposée dans un contexte environnemental, et même si on sait qu'ultérieurement, ça pourrait assurer une rentabilité plus intéressante, ça c'est vrai bien au-delà de l'agriculture, mais les gouvernements ont l'obligation d'encourager, de soutenir et d'inciter au déploiement de mesures souvent à caractère fiscal, mais parfois par des programmes directs de versement de subventions, de faire en sorte que les entreprises qui le veulent puissent procéder au virage environnemental. Et ça se fait d'un paquet de façons. Ça se fait au niveau des pratiques agricoles, bien sûr, qu'avec la pression que les milieux subissent déjà, tu peux pas juste te dire paye tes affaires toi-même puis sacrifier encore plus de ta rentabilité. Ça prend un accompagnement. Il y a un ensemble de pratiques agricoles au niveau des sols, au niveau des animaux, au niveau de l'agriculture de proximité, au niveau même de certaines pratiques davantage de niche, mais qui ont un poids de plus en plus important, de faire en sorte qu'on encourage, qu'on soutienne les conversions progressives et non pas les ruptures, les progressions, les évolutions progressives vers des pratiques plus écologiques. Merci. La prochaine question est en anglais. The issue of agri-stability. La question de l'agri-stabilité de l'Alberta qui dit qu'on a besoin d'une autre réunion FTP pour prendre une décision sur ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'une position peut indiquer sa position sans un rassemblement? Je ne peux pas répondre de façon précise à cette question. Nous appuyons le programme. Nous pensons que le secteur a besoin de prévisibilité. Et ce programme a cet objectif de faire ça et nous allons continuer à l'appuyer. Moi, je peux essayer. Si j'ai bien compris, la question, c'est que vous dites qu'Alberta a dit qu'on a besoin d'une autre réunion FPD avant de dire oui à la question de l'agri-stabilité. Une chose qui est sûre, c'est que l'agri-stabilité, on a besoin c'est essentiel qu'on ait des changements dans l'agri-stabilité. Ça fait l'unanimité dans l'univers agricole qui ont présenté le témoignage devant notre comité. Tout le monde demandait 85% et le retrait de la marge de référence. So we support this and alors on l'appuie et nous travaillons fort pour obtenir 85% et le retrait de la marge de référence par écrit dans le rapport du comité. Je pense qu'on devrait le faire. Je suis conscient du fait que toutes les provinces devraient être d'accord, mais en dernier, nous appuyons la position selon laquelle le gouvernement fédéral pourrait protéger avec sa proposition de 60%, comme l'UPA demande au Québec. Mais le mieux, ce serait que tout le monde soit d'accord parce qu'on en a besoin. Ça fait longtemps depuis que c'est pas là, on doit faire un virage rapide et je demande à tout le monde d'aller de l'avant. Public. That is all the questions from the floor. Toutes les questions du public. Merci. De nous avoir invités, puis peut-être rajouter juste un petit truc sur la question environnementale précédente. On veut amener aussi la vision que le rôle de l'agriculture, puis je vous dis ça du fond du cœur, là. Les agriculteurs sont les gens qui ont les deux pieds dans la terre. Ce sont les plus près de la terre. Ce sont eux qui ont le plus intérêt à la protéger. Vous êtes les premiers artisans de ça. Et je pense que les gouvernements devraient reconnaître ce rôle-là et vous donner beaucoup plus de latitude dans les programmes de gestion de risque.
et des options intéressantes qui peuvent s'offrir à nous. Entre autres, une modification rapide de agri-investissement pour essayer de mettre plus de fonds, pour permettre aux entrepreneurs que vous êtes de prendre des décisions qui sont nécessaires au moment où elles sont nécessaires, plutôt que de passer des semaines à remplir un formulaire et de se rendre compte, après quelques semaines, qu'on n'a pas coché la bonne case, qu'on n'est pas admissible au programme, que le programme en paye seulement une partie. Alors, ça, c'est important de vous donner ça. Et nous, on porte cette vision-là au Bloc. La protection de l'environnement, oui. Encore faut-il que, si on veut apporter des changements, qu'il existe des alternatives. Je pense entre autres au séchage du grain, au propane, là, qui est un enjeu important. Là. Il n'y a pas d'équivalent rapide présentement. Donc, il ne faut pas pénaliser ça. Il faut venir, comme Yves-François l'a mentionné tantôt, soutenir la transition quand elle sera possible et la soutenir efficacement. Et c'est pour ça, ça prend de la recherche et du développement. Nos universités au pays sont mal équipées, ont été sous-financées depuis longtemps. Il y a un investissement nécessaire là-dedans. Donc, je vous remercie de nous avoir reçus. Je laisse la parole au chef. Désolé d'avoir pris tout votre temps. À mesure où les deux petits chiffres qui flashent, c'est 0 dans les deux cas, je présume qu'il n'y a plus de temps. Je vous dirai seulement ceci en très peu de secondes, c'est que au cours des prochaines semaines, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il est possible qu'il y ait un exercice électoral qui soit initié, sinon ça va être cet automne, selon toute vraisemblance. Je vous invite déjà à vous assurer avec Yves que ce que vous voudrez qui soit porté et qui apparaisse dans la plateforme électorale du Bloc québécois nous soit communiqué. À date, je pense qu'on a un score à peu près parfait à cet égard-là. On est la voie dont vous avez besoin dans bien des dossiers. Alors, ne vous gênez pas pour avoir recours à notre aide de échéance. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus et dans l'espoir de pouvoir vous rencontrer en personne bientôt. Merci beaucoup. Thank you both. We appreciate your time, and I think that. Merci à vous deux. Je pense que l'industrie est très unifiée dans sa demande d'amélioration de la GEE. Je merci. Nous continuer à dire que c'est pas prévisible, c'est pas opportun. On espère avoir des améliorations pour faire des investissements plus importants et déclencher véritablement le potentiel de l'agriculture. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle journée. Merci beaucoup. Au revoir.